Oui, l'enregistrement est parti, Caroline, parce qu'il est marqué. Merci, En tout cas, moi, Caroline. je le Tu es vois. plus habituée que moi. Alors, merci beaucoup, Caroline. Alors, Caroline Deville, parce que la Caroline, hein. Alors, Caroline, qui est belge. Donc, la française et la belge. Donc, si vous avez une question spécifique, vous pourrez vous orienter sur les thématiques de pays. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui Avec plaisir. dans le groupe des ostéopathes qui veulent faire une différence au niveau des informations données aux parents. Donc, je vais te laisser te présenter, puis après, on pourra commencer à passer aux questions spécifiques donc, sur les freins restrictifs buccaux. Merci, Caroline. Donc moi, c'est Caroline, donc je suis belge. Je vis aux États-Unis depuis maintenant 6 ans pour le travail de mon mari. Je suis médecin généraliste en fait et je me disais spécialisée dans la petite enfance il y a quelques années parce que j'ai beaucoup travaillé à l'ONE et on avait une certification pour pouvoir travailler à l'ONE. Arrivée aux États-Unis, eh bien, ne pouvant pas exercer mon métier de médecin généraliste, en fait, j'ai repris une formation de conseillère en allaitement, consultante en allaitement, certifiée par l'IBCLC. Ensuite de ça, j'ai commencé ma pratique de consultante en allaitement IBCLC et pour toute une série de cas cliniques, j'avais beau faire tout, envoyer les parents chez l'ostéo, chez le chiro, corriger la position, enfin pas corriger, mais retravailler la position au sein avec les parents, mettre des choses en route pour toute une série de cas cliniques, je me retrouvais mais coincée. J'y arrivais pas, on n'y arrivait pas. Et donc, grâce à une consultante en allaitement de Houston, parce qu'à ce moment-là, j'habitais Houston, elle m'a dit, mais Caroline, tu dois regarder les freins restrictifs buccaux. Alors, au tout départ, je l'ai un peu envoyé péter. On lui a dit, mais avec quoi est-ce que tu me viens? Les freins restrictifs, c'est quoi ce truc? On m'a dit que c'était pas très grave, mais non. Et puis, finalement, à force de me renseigner, d'aller à des formations aux États-Unis, eh bien, je me suis rendu compte que l'écrasante majorité de ces cas cliniques pour lesquels je coinçais, je bloquais, je n'arrivais pas à accompagner les parents, à les aider, eh bien, en fait, on était face à une clinique de freins restrictifs buccaux. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Alors c'est vrai que voilà, je me suis formée en massage bébé, je me suis formée en hypnonaissance. Enfin, le fait de m'intéresser à l'allaitement, évidemment, ça m'a ouvert l'esprit sur plein d'autres sujets relatifs. On ne peut pas s'intéresser à l'allaitement sans s'intéresser à l'accouchement. Voilà. Donc voilà, j'ai fait plusieurs formations également sur le côté. Et donc c'est vrai que maintenant, vivant aux États-Unis et pouvant bénéficier de plein de formations fantastiques ici, je me suis vraiment spécialisée dans les freins restrictifs buccaux, spécifiquement chez les bébés. Donc voilà. Et avec la force des choses, on devient aussi un peu plus, tous les jours, un petit peu plus spécialiste pour les enfants et pour les adultes, en fait. On en reparlera par la suite. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais passer à la première question. Ouais. C'est quoi des freins restrictifs buccaux? Exactement. Alors, chers amis et chers amis, chers parents, l'heure est grave parce qu'en fait, on a tous un frein. On a tous un frénélum sous la langue. On a tous un reste embryologique sous la langue. Donc, en fait, il faut savoir qu'au départ, durant l'embryologie, la langue, c'est un petit peu comme si elle était collée au plancher buccal et il va y avoir en fait une régression de cellules qui va vraiment se faire sous la langue et laissant un petit reste embryologique qu'on appelle classiquement un frein. Hein. C'est le frein de langue, c'est le frénélum. Okay, donc, on a tous un frein de langue, on a tous un frénélum et heureusement, la grande nouvelle, c'est que heureusement, tous ces freins, tous ces frénélums ne sont pas restrictifs. Okay, donc, la majorité d'entre eux ne sont pas restrictifs. Okay. Alors, qu'est-ce que du coup, c'est un frein restrictif? Et donc, c'est pour ça qu'on fait un petit peu de vocabulaire ensemble parce que c'est vraiment important d'utiliser le bon vocabulaire. Un frein restrictif, c'est un frénélum, c'est un frein qui va empêcher, qui va entraver la mobilité de la langue dans toutes ses dimensions. Et donc là, on va pouvoir parler de frein restrictif. Mais donc, on a tous un frénélum. Un frein restrictif, c'est donc quoi? C'est un reste embryologique, c'est une anomalie congénitale de la ligne médiane. Hein. Ce frein
lèvres se trouve sur cette ligne médiane. Alors, on dit que c'est une anomalie congénitale parce que le bébé naît avec son frein restrictif. Le frein restrictif, il est présent dès la naissance. Ce frein restrictif, il est même présent dès le premier trimestre de grossesse. Donc, déjà dans le ventre de la maman, si le frein du bébé à la naissance est restrictif, ben, il était déjà restrictif dans le ventre de la maman. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça une anomalie congénitale. Et donc, qui va donc entraver la fonction de la langue. Donc, la fonction de la langue, c'est quoi? La langue, elle doit pouvoir s'étirer, elle doit pouvoir aller sur le côté, elle doit pouvoir s'élever, elle doit pouvoir s'étaler, elle doit pouvoir faire une belle vague, une belle ondulation. Et voilà, si cette langue n'est pas capable de faire tous ces mouvements-là, à ce moment-là, on peut parler de frein restrictif. Donc voilà, c'est ça un frein restrictif, c'est vraiment donc une anomalie congénitale, c'est un reste embryologique qui va entraver la fonction de la langue. Et donc, entraver la fonction de la langue, c'est vraiment la partie la plus importante de la définition parce qu'on a tous un frénélum, on a tous un reste embryologique sous la langue, mais heureusement, tous les frénélums, tous les freins de langue ne sont pas restrictifs. Alors, donc c'est vraiment une petite membrane qui va attacher la langue au plancher buccal. Si je vous montre mon frénélum, voilà, c'est ce qui se trouve là sous la langue. Alors, il y a des frénélums qui sont plus visibles que d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont restrictifs. Okay, la restriction vient vraiment de la fonction de la langue. Donc, voilà, c'est ça un frein restrictif. On entend aussi des fois parler des freins restrictifs au niveau des lèvres ou des joues. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, exactement. Mais donc, c'est pareil au niveau ici, au niveau des lèvres supérieures et inférieures. C'est pareil, durant l'embryologie, au départ, c'est collé et il va y avoir une apoptose de cellules, une régression de cellules qui va vraiment permettre de séparer les lèvres des gencives. Et donc, parfois, à nouveau, il y a des restes. Voilà mon frénélum de lèvres, ici, on le voit là. OK? Et à nouveau, un frénélum labial qui va être restrictif, c'est un frénélum qui va entraver la fonction de la lèvre. Pareil, on peut également avoir des freins de joue. Alors, j'en ai pas, donc je ne sais pas vous en montrer. C'est la même chose, on va avoir des petites membranes restrictives ici sur les côtés, entre les joues et la gencive du bébé, de l'enfant ou de l'adulte. Et à nouveau, ces restrictions, il y a restriction quand il y a entrave de la fonction. Alors, on parle donc beaucoup des freins de lèvres supérieurs et des freins de joues supérieurs. On parle très, très peu. Alors, il y a aussi des freins inférieurs ici en dessous. On en parle très peu. On ne sait pas très bien quel est leur impact. Alors, freins de joues, aucune étude scientifique. Freins de lèvres, on commence à en avoir. Et en dessous, rien du tout. Donc, on est un petit peu plus dans un flou sur, tiens, quand est-ce que la fonction des joues et de la lèvre est entravée. Ça reste un petit peu plus compliqué à évaluer. Très bien, merci. Ouais. Donc, au niveau des signes et symptômes, tu as parlé beaucoup de la mobilité de la langue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous alerter que notre bébé a peut-être éventuellement un frein restrictif? Oui, alors c'est très difficile comme question parce que il y a plein de symptômes. C'est vraiment un peu les symptômes, c'est vraiment un peu un truc fourre-tout. Et ce n'est pas qu'en s'intéressant qu'aux symptômes qu'on va pouvoir se dire tiens, il y a un frein restrictif. Les symptômes, c'est tout. C'est ça que c'est très compliqué pour les symptômes. Alors, chez les bébés, à l'été, on va parler de coliques, de reflux. Ce sont des bébés qui n'arrivent pas à attraper le sein ou bien qui attrapent le sein mais qui lâchent. Des bébés qui s'endorment au sein, qui ne prennent pas de poids. Des bébés qui pleurent beaucoup parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont mal. On va en revenir à ces tensions. C'est des bébés qui n'aiment pas le maxi-cosy. Chez la maman, une maman qui peut avoir des crevasses, qui peut avoir des douleurs à la tétée, chez qui on dit qu'il y a un réflexe d'éjection fort. Je mets des guillemets parce que ce sont souvent des réflexes d'éjection qui sont tout à fait normaux, mais c'est un bébé qui n'arrive pas à gérer un flux normal de lait. Heureusement que les mamans ont un réflexe d'éjection pendant l'allaitement, sinon l'allaitement ne serait pas possible. Mais en fait, ce sont des bébés qui n'y arrivent pas. C'est trop pour eux parce qu'évidemment, comme la mobilité de la langue est entravée, c'est des bébés qui vont avoir des problèmes de succion, de déglutition. Ils vont avaler de l'air, ils vont avaler de travers. Ce sont même des bébés qui par la suite vont pouvoir, par la mauvaise expérience de la tétée, de la déglutition et de la succion, ce sont des bébés qui vont refuser le sein, qui vont pas y arriver en fait. C'est pas qu'ils refusent le sein, mais ils n'y arrivent pas. Et émotionnellement, comme ce sein est associé à une expérience difficile, en fait, ils vont
ils vont pas y arriver. Ce sont également des bébés qui peuvent avoir vraiment des troubles d'hypersensoralité au niveau de la bouche parce que la langue, elle a un rôle. La langue au repos, elle va pouvoir aller se coller au palais. Mais comme cette langue a des difficultés d'élévation, la langue ne va jamais toucher ce palais qui n'est pas désensibilisé correctement, qui du coup, quand un bébé va avoir une tute, un mamelon, un biberon en bouche, ça va aller toucher un palais qui n'a jamais été touché et donc c'est très difficile pour eux. Donc il va y avoir tous ces troubles de l'hypersensoralité qui vont vraiment pouvoir être associés avec ça. Donc c'est ça que les freins restrictifs, il faut les rajouter dans le diagnostic différentiel parmi d'autres choses en fait. C'est ça que c'est très compliqué par rapport aux symptômes parce que les symptômes c'est tout. Donc voilà, un bébé qui est au biberon, c'est un bébé qui va goûter, qui va s'endormir aussi au biberon, qui ne va pas réussir à prendre le biberon correctement, qui va s'étrangler au biberon, qui va montrer des signes d'énervement au biberon. Et puis alors, plus on avance et on arrive à la diversification alimentaire, et comme on a toujours ce trouble de déglutition qui est présent parce que cette langue n'est pas mobile, bien ce sont des bébés qui vont avoir beaucoup de mal à déglutir une alimentation plus solide, à gérer une alimentation plus solide dans leur bouche. En plus de ça, comme ils ont des troubles de l'hypersensoralité parfois, les morceaux, ils n'y arrivent pas, c'est trop pour eux. Donc voilà, les symptômes sont très, 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 très variables. Il y a vraiment un panel de symptômes, et encore, je ne les ai pas tous dit. J'ai envie de dire que les symptômes, c'est tout et n'importe quoi. Et donc, ça rend les choses pas toujours évidentes. Et puis, on avance chez l'adulte. Alors aussi, il peut y avoir des troubles de dépôt dentaire, de carie dentaire, parce que la langue, elle a quand même un rôle aussi d'aller vidanger la bouche, nettoyer la bouche. Donc, ce sont également des enfants, plus tard des adultes, qui vont vraiment avoir une hygiène buccale très compliquée. C'est pas parce qu'ils mangent du sucre, c'est pas parce qu'ils ne se brossent pas les dents, mais c'est parce que la langue ne fait pas son rôle également de vidange buccal. On va encore avoir plus tard des enfants, des adultes qui ont des migraines parce que la langue, c'est vraiment le premier groupe musculaire de toute cette chaîne musculaire superficielle et profonde, antérieure et postérieure. Et donc, si la langue est bloquée par un frein restrictif, eh bien, ça va engendrer des tensions dans toutes ces chaînes musculaires, avec des tensions au niveau de la nuque, des migraines, des douleurs de dos, qui vont perdurer en fait jusque l'âge adulte, avec des problèmes d'allocution aussi, parce que si la langue ne bouge pas, comment voulez-vous articuler? On n'arrive pas à articuler, donc du coup on ne se sent pas bien dans sa peau, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème, qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Donc ça va vraiment même jusqu'à un renfermement de l'enfant et de la personne adulte plus tard, qui a du mal en fait à s'exprimer et qui a des tensions, qui a mal, qui est inconfortable. Donc vraiment les symptômes, on peut partir, mais dans tous les sens, même au niveau de l'hyperactivité de l'enfant. Si l'enfant il n'est pas bien, il dort la bouche, alors ça aussi, comme la langue ne peut pas aller au niveau du palais. Ce sont également des enfants, des adultes et des bébés qui vont dormir la bouche ouverte, donc ils n'ont pas une respiration nasale adéquate avec une mauvaise stimulation du système vagal. Et donc ce sont des bébés, des enfants, des adultes qui se réveillent agités dès le matin, qui se réveillent, qui n'ont pas un sommeil récupérateur, vu que la respiration nasale n'est pas optimale. Donc voilà, les symptômes, ça part vraiment, mais dans tous les sens en fait. Parfait. Tu parlais d'allaitement tout à l'heure, tu as parlé beaucoup des freins restrictifs dans la bouche de l'enfant, mais quels sont les impacts sur le sein de la mère qu'on trouve souvent avec les freins restrictifs du coup? Oui, comme l'enfant a du mal à téter, il a du mal à vidanger la glande mammaire. Et donc, c'est une glande mammaire qui, au départ, produit mais tout à fait suffisamment du lait. Mais comme ce n'est pas bien vidangé, petit à petit, il va y avoir une baisse de lait, en fait. Alors, soit la mise en place de l'allaitement va être difficile. Ce sont des mamans qui ne vont pas produire suffisamment de lait. Ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas, mais c'est que comme la glande mammaire n'est pas stimulée correctement par une bonne succion du bébé, automatiquement, le cerveau de ces mamans entendent une mauvaise stimulation et donc en réaction, vont faire moins de lait ou vont avoir au départ une bonne production qui va petit à petit diminuer. Ce sont des bébés également qui vont pincer. Et donc, ce sont des mamans qui vont vraiment avoir mal pendant une tétée, qui vont du coup, comme le mamelon est pincé, vont avoir des crevasses. Donc vraiment,
pour tous ces symptômes, en fait, il faut rajouter dans le diagnostic différentiel une possibilité de frein restrictif. Il ne faut pas mettre les freins restrictifs buccaux sur tout sur la tête des freins restrictifs buccaux. Il faut rajouter cette possibilité quand on est face à une problématique, oui, à certains de ces symptômes. Parfait. Donc, la fonction de la langue est importante et elle fonctionne avec le reste du corps humain. Oui, ce sont des mamans qui vont être fatiguées, qui vont même avoir une tendance dépressive, un peu plus sensibles à la dépression postpartum, parce que comme ce sont des bébés du coup qui tètent moins bien, ils ont moins de lait, donc ils sont beaucoup plus en demande parce qu'ils ont faim, mais qu'ils n'arrivent pas à prendre le lait correctement. Donc ce sont des bébés qui vont réclamer tout le temps, donc la maman, elle s'épuise. Ce sont des bébés également qui pleurent beaucoup parce qu'ils ont mal à cause des tensions engendrées par un frein restrictif. Donc ce sont des bébés qui réclament tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc vraiment, je pense vraiment que l'incidence de la dépression postpartum à cause des freins restrictifs est très certainement impactée par tous les symptômes que cela peut engendrer chez la maman et chez le bébé, en fait. Merci. Ça va très loin. Au niveau des définitions, la phrénectomie, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Oui. Alors, peut-être qu'avant de parler de phrénectomie, j'aurais quand même envie de parler avant tout de la prise en charge. On parle beaucoup de phrénectomie, comme si la phrénectomie allait tout régler, en fait. C'est plus compliqué que ça. Si vous voulez, la phrénectomie, c'est vraiment le dessus de l'iceberg. Et avant d'aller s'attaquer au dessus de l'iceberg, il va falloir s'attaquer au dessous de l'iceberg. Il va falloir d'abord travailler les tensions, la rééducation, le toucher. Parce que si on va faire une phrénectomie dans la bouche d'un bébé qui n'est pas du tout prêt, qui a une hypersensoralité orale, des parents qui ne sont pas prêts, on ne va pas pouvoir faire le suivi après. Et donc, cette phrénectomie, elle ne sert à rien du tout. Donc, avant de parler de phrénectomie, je pense que c'est vraiment très, très important de parler de tout ce qu'il y a avant, de toute cette prise en charge multidisciplinaire, de vraiment se dire que la phrénectomie est rarement une urgence. Oui, dans certains cas, on veut sauver l'allaitement. Dans certains cas, le frein est très restrictif. Les freins qui sont très antérieurs, très restrictifs, là, oui, on va tendance à y aller peut-être un peu plus vite. Mais malgré tout, ces bébés-là, il va d'abord falloir prendre en charge leur tension, la rééducation de la fonction de la langue à minima, travailler un peu les réflexes archaïques, travailler beaucoup le toucher de ces bébés, parce que si on va faire la phrénectomie directement, on risque en effet de les traumatiser. Ils ne sont pas prêts à recevoir un truc dans leur bouche. Quand je dis un truc dans leur bouche, c'est la phrénectomie. Ça ne va pas être possible de travailler dans leur bouche tout de suite. Alors évidemment, bien sûr que tout cet aspect multidisciplinaire avant la phrénectomie, elle va bien évidemment, la durée, on me demande toujours, mais c'est quoi la durée? Quoi il faudrait? J'ai pas de durée magique. Ça dépend vraiment d'un bébé à l'autre, d'une restriction à l'autre. Il y a des bébés qui vont être prêts beaucoup plus vite que d'autres et chez des bébés chez qui ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, il n'y a pas de durée magique. Ça va vraiment dépendre de la restriction. Ça va vraiment dépendre d'éléments qu'il va y avoir autour des symptômes de ce frein restrictif. Donc, vraiment se dire que la phrénectomie, ce n'est que le dessus de l'iceberg. Il faut vraiment aller traiter tout le dessous. Et alors, la physiologie d'un iceberg, c'est 10% au-dessus et 90% au-dessus. Donc c'est vraiment l'image que j'ai envie de donner par rapport à ces phrénectomies et par rapport à ces freins restrictifs, c'est qu'il faut vraiment les traiter d'abord tout ce qu'il y a en dessous. Vous imaginez que si j'arrive, et là je vais vous montrer un petit exemple, si j'ai un frein restrictif, vous imaginez, voilà, c'est ma langue, j'ai un frein restrictif ici, dans mon quotidien, je m'en sors bien, voilà, vous voyez, j'arrive à aller attraper des choses, mais je compense, vous voyez, je dois compenser un mouvement qui n'est pas possible. Et que si j'arrive pleine de tensions, douloureuse et stressée par ces tensions, douloureuse par ces tensions chez le chirurgien, oui, il va pouvoir m'opérer, mais il va peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout de la chose tellement moi je suis tendue ici, quoi. Ok, donc là la phrénectomie, oui, on peut la faire, mais je suis encore pleine de tensions et toute stressée, donc du coup, on sait très bien qu'un acte chirurgical sur du stress, ça cicatrise pas bien, ça évolue moins bien. Okay. Mais en plus de ça, le chirurgien ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de la chose parce que j'ai trop de tension, je suis trop tendue ici. Tandis que si j'ai déjà travaillé une certaine rééducation, j'ai pris soin, parce que la langue c'est un paquet de muscles, donc voilà, j'ai pris soin de déjà maintenir une certaine musculature avec
avant mon opération, que j'ai pris le temps de travailler les tensions qu'il pouvait y avoir ici autour de mon frein, etc. Mais déjà, je vais arriver chez le chirurgien beaucoup plus détendue. Il va pouvoir aller beaucoup plus loin parce que j'ai moins de tension. La suite des choses va se faire beaucoup mieux parce que j'ai déjà rééduqué certaines choses, on a déjà réglé, on a déjà travaillé, pas réglé, mais on a déjà travaillé toute une série de tensions ailleurs dans le corps qui se sont mises de compensation. Et donc, je vais être beaucoup plus cool chez le chirurgien, il va pouvoir faire beaucoup mieux son travail et donc la suite des choses va pouvoir être beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, je parle beaucoup de cet aspect en préparation avant la phrénectomie elle-même, en fait. Merci. Et ma dernière question, est-ce que tu pourrais me faire ou me citer un listing de personnes qui sont capables dans le multifonctionnel thérapeutique d'aider ces enfants, premièrement, et deuxièmement, quelles sont les références de personnes qui sont aptes à faire des phrénectomies? Oui, à nouveau, c'est vraiment pas évident ça parce que donc un listing de personnes, tout le monde peut s'occuper des freins, tous les professionnels de la santé peuvent s'occuper des freins restrictifs, qu'on soit pédiatre, médecin généraliste, doula, sage-femme, ostéo, chiro, ergothérapeute, kiné, orthophoniste, logopède. En Belgique, on dit logopède, donc c'est pour ça que je dis les deux. Qu'est-ce qu'il y a alors? Il ne faut pas que j'oublie personne, sinon je vais en vexer. Ah non, non, c'est pas grave si tu oublies des gens, je vais avoir juste une idée générale. T'inquiète pas. Tous ceux qui travaillent avec les bébés, les enfants et les adultes en fait. Et donc le dentiste aussi, l'ORL. Mais le problème c'est que donc ça fait plein de monde, mais il faut simplement que ces gens, ça reste une spécialité en fait. L'allaitement pour moi reste une spécialité et les freins restrictifs buccaux restent une spécialité de l'allaitement. Donc ce qu'il faut surtout s'assurer, je pense que peu importe qui les parents consultent, peu importe le plus important, c'est que le professionnel qui consulte soit informé, formé à ces fameux freins restrictifs buccaux. Pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Alors, comment on les trouve, ces professionnels-là? C'est pas évident parce qu'en fait, c'est pas une profession reconnue, c'est pas une formation reconnue. Donc en fait, il n'y a aucun diplôme qui permet de dire, tiens, tel professionnel est formé aux freins restrictifs. Donc, il n'y a pas de... Voilà, oui, c'est très compliqué. Donc, c'est beaucoup par le bouche à oreille. Et encore, c'est pas évident parce que parfois, il y en a qui se disent, oui, c'est bon, moi, je connais, je sais. Et puis, en fait, finalement, ils ont lu quelques articles et ils étaient informés, mais un petit peu. Donc, c'est pas facile. Donc, clairement, le bouche à oreille, ça, c'est sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, je pense que c'est vraiment surtout demander aux professionnels, tiens, quel est votre background, qu'est-ce que vous avez fait comme formation, je pense que voilà, pour l'instant, il n'y a que ça qui nous permet de voir si le professionnel est formé ou pas. Donc moi, peu importe chez qui les parents arrivent, le plus important, c'est qu'ils arrivent chez un professionnel formé. Ou bien un professionnel informé qui a un carnet d'adresses et qui va pouvoir dire, tiens, voilà, moi, ma limite, c'est là. Mais par contre, voilà, je travaille avec quelqu'un qui, lui, va vraiment pouvoir vous aider, nous aider à faire la part des choses. Pour moi, ça, c'est le plus important, d'avoir un professionnel qui connaît sa limite, en fait. Voilà. Parfait. Mais écoute, je trouve que c'est une belle conclusion d'avoir un professionnel qui connaît ses limites. Donc, je te remercie énormément pour cette interview, Caroline. Je vais fermer le Zoom pour cette partie-là. Okay. Et on se rejoint pour la seconde partie questions. Merci.